Bienvenue. Assieds-toi confortablement, parce que ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui pourrait bien être la conversation la plus importante que tu aies jamais eue sur ta vie financière et professionnelle. Je dis pourrait bien être intentionnellement, parce que je ne suis pas ici pour te promettre des miracles. Je suis ici pour te montrer quelque chose que j'ai observé pendant plus de 40 ans en travaillant avec des millions de personnes sur tous les continents, dans toutes les cultures, à tous les niveaux de revenus. Quelque chose de simple, de presque déconcertant dans sa simplicité, mais que la grande majorité des gens ne voient jamais clairement. Et cette chose, c'est la suivante. La façon dont tu penses à l'argent, au travail et à ta propre valeur détermine presque entièrement ce que tu obtiendras dans ta vie. Pas ton diplôme, pas ta famille, pas l'économie, pas la chance, ta façon de penser. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Brian, c'est facile à dire. Tu n'as pas grandi dans ma situation. Et tu as raison. Je ne connais pas ta situation précise. Mais voici ce que je sais. J'ai grandi dans une pauvreté réelle, pas la pauvreté romantique qu'on voit dans les films. La vraie, celle où on ne sait pas si on va manger le lendemain, celle où on quitte l'école très tôt parce qu'il n'y a pas d'autre choix. J'ai lavé des voitures, travaillé dans des fermes, fait des petits boulots de toutes sortes. Et pendant des années, je me suis demandé pourquoi certaines personnes semblaient progresser naturellement, pendant que moi, je stagnais. La réponse m'a pris des années à comprendre pleinement. Et aujourd'hui, je vais te la donner directement, sans détour. La différence fondamentale entre ceux qui réussissent financièrement et ceux qui restent coincés n'est pas dans leurs compétences techniques, pas dans leur connexion, pas même dans leur intelligence mesurable. Elle est dans leur mentalité de base, face au travail, à l'argent et à leur propre rôle dans le monde économique. Et cette mentalité, je l'appelle simplement la mentalité d'employé versus la mentalité de propriétaire. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire, parce que je ne parle pas nécessairement de statut juridique. Je ne dis pas que tout le monde doit créer une entreprise. Ce n'est pas ça. Je parle d'une façon de voir le monde, une façon de se positionner dans sa propre vie, qui est soit celle de quelqu'un qui attend que les choses arrivent, soit celle de quelqu'un qui fait en sorte que les choses arrivent. Voici une histoire qui illustre parfaitement ce que je veux dire. Il y a quelques années, lors d'un séminaire à Paris, j'ai rencontré deux frères. Ils avaient grandi dans la même maison, avec les mêmes parents, les mêmes ressources, la même éducation. L'un d'eux, appelons-le Marc, avait trouvé un bon emploi dans une grande entreprise à 22 ans. Il gagnait bien sa vie. Il était stable. L'autre, appelons-le Thomas, avait commencé à travailler aussi comme employé, mais il avait une façon différente d'aborder son travail. Marc pensait à son salaire. Thomas pensait à sa valeur. Marc attendait les instructions. Thomas cherchait les problèmes à résoudre avant qu'on lui demande de les résoudre. Marc calculait combien d'heures il devait travailler pour son salaire. Thomas calculait comment créer plus de valeur que ce qu'on lui payait. 10 ans plus tard, Marc était toujours au même poste, avec quelques augmentations modestes. Thomas avait créé 3 sources de revenus différentes, possédait 2 appartements en location et avait lancé une petite entreprise qui générait plus que son salaire d'origine. Même famille, même point de départ, résultat radicalement différent. La seule différence, la façon dont chacun pensait à sa relation avec le travail et l'argent. Alors aujourd'hui, je veux te parler de cette différence en profondeur. Je veux te montrer les mécanismes exacts de la mentalité d'employé, pourquoi elle nous piège, comment elle s'installe, et surtout, comment commencer à la remplacer par quelque chose de beaucoup plus puissant. Commençons par comprendre comment la mentalité d'employé se forme, parce que personne ne choisit consciemment de l'adopter. Elle s'installe progressivement, souvent avec les meilleures intentions du monde. Dès l'enfance, on nous enseigne un certain rapport au travail. On nous dit « étudie bien, obtiens un bon diplôme, trouve un bon emploi, et tu seras en sécurité ». C'est un message qui vient de nos parents, de nos professeurs, de la société entière. Et ce message contient une hypothèse fondamentale que presque personne ne remet en question. La sécurité vient de l'extérieur. Elle vient d'un employeur, d'une institution, d'institution. Réfléchis à ça un instant. Depuis tout petit, on t'a appris que ta sécurité dépend de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te donne du travail, quelqu'un qui te paye, quelqu'un qui décide de ton avenir professionnel. C'est une croyance profondément ancrée. Et elle n'est pas stupide. Elle a une logique. Pendant des décennies, dans une économie industrielle stable, c'était effectivement une stratégie raisonnable. Trouver une grande entreprise, y entrer
y rester et bénéficier de la stabilité qu'elle offrait. Mais le monde a changé, et cette croyance, qui était peut-être fonctionnelle hier, est devenue aujourd'hui l'une des plus grandes sources de vulnérabilité financière pour des millions de personnes. Parce que voici la réalité que personne ne te dit clairement, dans l'économie actuelle, il n'existe plus de sécurité d'emploi garantie. Ce qui existe, c'est la sécurité de l'employabilité. Et ce sont deux choses radicalement différentes. La sécurité d'emploi, c'est l'idée que ton poste est stable, que ton entreprise va toujours exister, que ton contrat te protège. C'est une illusion de plus en plus fragile dans un monde où les industries se transforment en quelques années, où les entreprises fusionnent, délocalisent, automatisent. La sécurité de l'employabilité, c'est quelque chose de beaucoup plus solide. C'est la certitude que tes compétences, ta valeur, ta capacité à résoudre des problèmes sont si développées que tu trouveras toujours une façon de créer de la valeur dans l'économie, quelle que soit la situation. C'est une sécurité que personne ne peut te prendre, parce qu'elle est en toi. Et c'est exactement là que commence la différence entre la mentalité d'employé et la mentalité de propriétaire. La mentalité d'employé cherche la sécurité d'emploi. La mentalité de propriétaire développe la sécurité de l'employabilité. Maintenant, parlons des symptômes concrets de la mentalité d'employé, parce que je veux que tu puisses les reconnaître dans ta propre vie. Et je te demande d'être honnête avec toi-même pendant que j'en parle. Pas pour te juger, mais pour voir clairement où tu en es, parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Premier symptôme, échanger du temps contre de l'argent comme seul modèle de revenu. C'est le modèle le plus fondamental de la mentalité d'employé. L'idée que ta valeur économique est directement proportionnelle au nombre d'heures que tu travailles. Que si tu travailles 40 heures, tu mérites un certain salaire. Que si tu travailles moins, tu mérites moins. Ce modèle a une limite absolue et infranchissable. Il y a 24 heures dans une journée. Tu ne peux pas travailler plus de 24 heures. Et même si tu travaillais 20 heures par jour, ce qui serait destructeur pour ta santé, tu resterais toujours limité par cette contrainte physique. Les personnes qui ont construit une vraie richesse ont toutes, à un moment donné, rompu avec ce modèle. Elles ont trouvé des façons de créer de la valeur qui ne dépendent pas directement de leur temps. Ça peut prendre de nombreuses formes: investissement, revenus passifs, systèmes qui travaillent pour elles, compétences qui se monétisent de façon non linéaire. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut d'abord reconnaître le modèle dans lequel on est enfermé. Deuxième symptôme, attendre la permission pour agir. Dans un environnement d'emploi traditionnel, tu as besoin d'une validation hiérarchique pour presque tout. Tu attends qu'on te dise quoi faire, comment le faire, quand le faire, et progressivement. Cette attente de permission devient un réflexe mental. On commence à attendre la permission même dans des domaines où personne ne te l'impose. J'ai vu des entrepreneurs, des gens qui avaient leur propre entreprise depuis des années, qui attendaient encore inconsciemment que quelqu'un leur permette de facturer plus cher, de prendre des décisions audacieuses, de se positionner comme des experts. Ils avaient quitté le statut d'employé, mais pas la mentalité d'employé. C'est fascinant et troublant à la fois. La cage peut disparaître. Mais si l'oiseau ne le sait pas, il reste assis au même endroit. Troisième symptôme, voir les dépenses comme inévitables et les revenus comme fixes. Quelqu'un avec une mentalité d'employé regarde son budget et pense « Voilà ce que je gagne. Voilà ce que je dépense. Comment je fais tenir les deux ?» C'est une pensée de gestion de la rareté. Quelqu'un avec une mentalité de propriétaire regarde son budget et pense « Comment est-ce que j'augmente ce que je génère? Quelles dépenses créent de la valeur et lesquelles n'en créent pas ?» C'est une pensée d'expansion. Ce n'est pas une question d'optimisme naïf. C'est une question de direction du regard. L'un regarde comment s'adapter à une contrainte fixe. L'autre cherche comment changer la contrainte elle-même. Quatrième symptôme, confondre effort et résultat. J'ai travaillé dur toute ma vie. C'est une phrase que j'entends constamment et je respecte profondément l'éthique du travail. Vraiment, mais le travail dur en lui-même ne génère pas nécessairement la richesse. Ce qui génère la richesse, c'est le travail dur, dans la bonne direction, sur les bonnes choses, avec la bonne stratégie. J'ai rencontré des gens qui travaillaient 16 heures par jour et qui ne progressaient pas financièrement. Et j'ai rencontré des gens qui travaillaient 6 heures par jour, de façon très ciblée, et qui construisaient une vraie prospérité. La différence n'était pas dans l'intensité de l'effort. Elle était dans la qualité de la pensée stratégique qui guidait cet effort. Un employé pense « Je travaille dur, donc je mérite plus ». Un propriétaire pense
Comment est-ce que je crée plus de valeur? Et comment est-ce que je m'assure d'en capturer une partie? Une relation émotionnelle négative avec l'argent, c'est peut-être le plus profond et le plus difficile à voir. Beaucoup de gens ont grandi dans des environnements où l'argent était associé à des conflits, à du stress, à de la honte ou à des jugements moraux négatifs. L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont des voleurs. Ce n'est pas bien de vouloir trop d'argent. Ces croyances, souvent transmises avec les meilleures intentions, créent un conflit interne profond. D'un côté, tu veux naturellement améliorer ta situation financière. De l'autre, une partie de toi associe cette ambition à quelque chose de négatif ou de honteux. Et ce conflit interne est dévastateur pour la construction de la richesse. Parce que tu ne peux pas construire ce que tu crois inconsciemment mauvais. Tu ne peux pas attirer ce que tu repousses émotionnellement. Alors, comment commence-t-on à changer ça? Comment passe-t-on d'une mentalité d'employé à une mentalité de propriétaire? Je vais te donner les principes fondamentaux, un par un, et je veux que tu réfléchisses à chacun d'eux, non pas comme à une information abstraite, mais comme à quelque chose que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Premier principe, comprendre que ta valeur économique est déterminée par le marché, pas par tes efforts. C'est une vérité inconfortable pour beaucoup de gens. On nous a appris que si on travaille dur, on sera récompensé. Et c'est vrai dans une certaine mesure. Mais la récompense n'est pas proportionnelle à l'effort. Elle est proportionnelle à la valeur que le marché attribue à ce que tu produis. Un médecin urgentiste et un agriculteur travaillent tous les deux extrêmement dur. Mais le marché rémunère différemment leur contribution, non pas parce que l'un est plus valeureux que l'autre en tant qu'être humain, mais parce que leurs compétences sont différemment rares et différemment demandées. Comprendre ça change tout, parce que ça te dit que si tu veux gagner plus, la question n'est pas comment travailler plus dur, mais comment développer des compétences plus rares et plus demandées, ou comment résoudre des problèmes plus importants pour plus de personnes. C'est un changement de perspective radical. Et c'est le fondement de tout le reste. Voici comment je l'explique souvent dans mes séminaires. Pense à l'économie comme à un grand système de résolution de problèmes. Chaque transaction économique, chaque échange d'argent, représente quelqu'un qui paye pour que son problème soit résolu. Plus le problème est important, plus il est difficile à résoudre, plus il touche de personnes, plus la solution vaut cher. Alors la vraie question stratégique pour quiconque veut améliorer sa situation financière est: quel problème suis-je capable de résoudre? Pour combien de personnes? À quel niveau de qualité? Et la réponse à cette question, tu peux l'améliorer. Tu peux développer tes compétences. Tu peux élargir ton audience. Tu peux améliorer la qualité de tes solutions. C'est entièrement dans ton contrôle. Deuxième principe, investir en toi-même avant d'investir ailleurs. J'ai lu des milliers de livres dans ma vie. Vraiment, des milliers. Et je continue à en lire. Pas parce que j'ai du temps à perdre, mais parce que j'ai compris, très tôt, que chaque heure passée à apprendre quelque chose d'important rapporte un retour sur investissement que rien d'autre ne peut égaler. Voici quelque chose que j'ai observé de façon constante. Les personnes qui investissent régulièrement dans leur développement personnel et professionnel, que ce soit à travers des livres, des formations, des mentors, des conférences, progressent financièrement à un rythme incomparablement plus rapide que celles qui ne le font pas. Et pourtant, quand les temps sont difficiles, qu'est-ce que les gens coupent en premier dans leur budget? La formation, l'éducation, les livres, exactement ce qui pourrait les aider à sortir de leur situation difficile. C'est une ironie tragique. On couple l'investissement, qui génère le plus de retours au moment où on en a le plus besoin. J'ai une règle que j'ai appliquée toute ma vie et que je recommande à tous ceux que je coache. Investis au moins 3% de tes revenus dans ton développement personnel chaque année. 3%. Ce n'est pas une fortune. Mais appliqué de façon constante sur des années, c'est transformateur. Et ça peut prendre toutes les formes. Un livre par semaine, une formation en ligne par trimestre, un mentor dans ton domaine, des conférences, des podcasts de qualité. L'important, c'est la régularité et l'intention derrière l'apprentissage. Parce que voici ce qui se passe, quand tu investis régulièrement en toi-même, tu développes des compétences que les autres n'ont pas. Tu vois des opportunités que les autres ne voient pas. Tu résous des problèmes que les autres ne peuvent pas résoudre. Et progressivement, ta valeur économique augmente de façon naturelle et durable. Troisième principe, comprendre la différence entre actif et passif et construire des actifs. Robert Kiyosaki a popularisé cette distinction et elle est fondamentale. Un actif,
est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif est quelque chose qui prend de l'argent dans ta poche. Mais je veux aller plus loin que la définition classique, parce que cette distinction s'applique aussi à des choses moins évidentes. Tes compétences sont des actifs. Tes relations sont des actifs. Ta réputation est un actif. Ta santé est un actif. Ton temps est un actif. Tes habitudes peuvent être des actifs ou des passifs. Une habitude de lecture quotidienne est un actif. Une habitude de consommation passive, de divertissement pendant des heures, est un passif. Tes croyances peuvent être des actifs ou des passifs. La croyance que tu peux apprendre n'importe quelle compétence avec suffisamment d'effort est un actif. La croyance que tu n'es pas fait pour les affaires est un passif. Quand tu commences à voir le monde à travers ce prisme, tes décisions quotidiennes changent. Tu commences à te demander de chaque décision, de chaque habitude, de chaque investissement de temps ou d'argent. Est-ce que ça construit un actif ou est-ce que ça crée un passif? Ce n'est pas une façon de vivre dans la privation ou dans l'obsession du rendement. C'est simplement une façon de devenir conscient de ce que tu construis avec ta vie, jour après jour. Quatrième principe, la règle du jeu long. Voici quelque chose que j'ai observé chez pratiquement tous les gens qui ont réussi financièrement de façon durable. Ils pensaient à long terme quand tout le monde autour d'eux pensait à court terme. C'est peut-être la caractéristique la plus distincte de la mentalité de propriétaire. La capacité à différer la gratification immédiate pour un bénéfice futur plus grand. Notre cerveau est câblé pour préférer les récompenses immédiates. C'est une question d'évolution. Pendant des millénaires, prendre ce qui était disponible maintenant était une stratégie de survie sensée. Mais dans l'économie moderne, cette tendance naturelle peut devenir un obstacle majeur à la construction de la richesse. Voici un exemple simple que j'utilise souvent. Deux personnes commencent à travailler à 22 ans. La première, appelons-la Sophie, commence immédiatement à mettre de côté 200 € par mois dans un investissement qui génère en moyenne 7% par an. Elle continue pendant 40 ans. La deuxième, appelons-la Julie, attend d'avoir 40 ans pour commencer. Mais elle met de côté 400 € par mois, soit le double pendant 22 ans, avec le même rendement. À 62 ans, qui a plus d'argent? Sophie, qui a commencé tôt avec moins d'argent, a environ 500 000 €. Julie, qui a commencé tard avec plus d'argent, a environ 260 000 €. Sophie a presque le double, malgré avoir investi moins d'argent au total. C'est la puissance des intérêts composés, et ce principe ne s'applique pas seulement à l'argent. Il s'applique aux compétences, aux relations, à la réputation, à la santé. Tout ce que tu construis de façon consistante, sur le long terme génère des rendements composés. Mais voici le problème. Les rendements composés sont invisibles au début. Pendant les premières années, tu ne vois presque rien. Et c'est là que la majorité des gens abandonnent. Ils ne voient pas les résultats immédiats, alors ils arrêtent. Ceux qui continuent malgré l'invisibilité des résultats initiaux sont ceux qui finissent par bénéficier de l'accélération exponentielle qui vient plus tard. C'est pourquoi j'insiste tellement sur la pensée à long terme. Pas parce que le présent n'a pas d'importance, mais parce que tes décisions présentes créent ton futur, et que si tu ne penses pas à ce futur de façon délibérée, tu le subiras plutôt que tu ne le construiras. Cinquième principe, la mentalité d'abondance versus la mentalité de rareté. Voici une distinction que j'ai observée de façon constante dans ma carrière. Les gens qui réussissent financièrement ont généralement une croyance fondamentale que le monde contient suffisamment d'opportunités pour tout le monde. Que le succès de quelqu'un d'autre ne diminue pas leur propre chance de réussir. Que la richesse peut être créée, pas seulement redistribuée. Les gens qui stagnent financièrement ont souvent l'image inverse. Ils voient l'économie comme un gâteau de taille fixe. Si quelqu'un prend plus, il en reste moins pour les autres. Ils regardent le succès des autres avec envie ou ressentiment plutôt qu'avec inspiration. Cette différence de perspective a des conséquences pratiques énormes. Quelqu'un avec une mentalité d'abondance célèbre le succès des autres parce qu'il y voit la preuve que le succès est possible. Il cherche à apprendre des gens qui réussissent. Il collabore plutôt que de rivaliser. Il partage ses connaissances parce qu'il sait que donner crée de la valeur qui revient. Quelqu'un avec une mentalité de rareté voit le succès des autres comme une menace ou une injustice. Il garde jalousement ses connaissances. Il évite de collaborer par peur d'être exploité. Il ne peut pas vraiment célébrer les victoires des autres. Et voici ce qui est remarquable. La mentalité d'abondance tend à se confirmer elle-même. Parce que quelqu'un qui célèbre le succès des autres, qui collabore, qui partage, qui apprend,
crée naturellement un réseau de personnes qui veulent lui voir réussir. Ses opportunités se multiplient parce que son attitude attire les bonnes personnes et les bonnes situations. La mentalité de rareté se confirme aussi elle-même, mais de façon négative. L'isolement, la méfiance, le ressentiment créent des barrières qui limitent réellement les opportunités disponibles. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie sociale. Nos attitudes influencent nos comportements, qui influencent nos interactions, qui influencent nos résultats. Maintenant, je veux parler de quelque chose d'un peu plus concret. Parlons d'argent directement, de la façon dont les gens qui construisent de la richesse gèrent leur argent différemment de ceux qui ne le font pas. Parce que voici quelque chose que j'ai observé qui surprend souvent les gens. La différence entre quelqu'un qui gagne 50 000 euros par an et quelqu'un qui gagne 500 000 euros par an n'est souvent pas dans leurs dépenses de base. Elle est dans ce qu'ils font avec ce qui reste après les dépenses de base. J'ai rencontré des gens qui gagnaient beaucoup d'argent et qui n'avaient rien. Littéralement rien. Leur style de vie s'était adapté à leurs revenus de façon parfaite, ne laissant aucun espace pour construire quoi que ce soit. Et j'ai rencontré des gens qui gagnaient des revenus modestes et qui construisaient progressivement une vraie indépendance financière, parce qu'ils avaient compris quelques principes fondamentaux. Le premier de ces principes, c'est ce que j'appelle la règle du paiement de soi en premier. La plupart des gens gèrent leur argent de cette façon. Ils reçoivent leur salaire, ils paient leurs factures et leurs dépenses. Et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils épargnent. Le problème, c'est qu'il ne reste presque jamais quelque chose à la fin du mois. Les dépenses s'adaptent toujours aux revenus disponibles. Les gens qui construisent de la richesse font exactement l'inverse. Dès qu'ils reçoivent leur argent, la première chose qu'ils font est de se payer eux-mêmes. Ils mettent de côté un pourcentage défini, 10%, 15%, 20%, avant de toucher au reste. Et ensuite, ils vivent avec ce qui reste. C'est simple. C'est presque trop simple. Et pourtant, la grande majorité des gens ne le font pas de façon systématique. Pourquoi ? Parce que ça demande de différer la gratification. Parce que ça signifie ne pas acheter quelque chose maintenant pour avoir quelque chose de plus important plus tard. Et notre cerveau résiste naturellement à ça. Mais voici ce que j'ai vu se passer invariablement chez les gens qui adoptent cette habitude. Après quelques mois, ils ne remarquent même plus la différence dans leur niveau de vie. Leur cerveau s'adapte, et progressivement, ils voient leur épargne et leurs investissements croître, ce qui crée une satisfaction et une confiance qui motivent à continuer. Le deuxième principe de gestion de l'argent que je veux partager, c'est la distinction entre dépenses de consommation et investissement. Une dépense de consommation, c'est quelque chose que tu achètes qui perd de la valeur immédiatement ou progressivement. Une voiture de luxe, un repas au restaurant, des vêtements de marque, un abonnement à un service que tu utilises peu. Ces choses peuvent être agréables, et je ne dis pas qu'il ne faut jamais se faire plaisir, mais elles ne construisent rien. Un investissement, c'est quelque chose qui a le potentiel de créer de la valeur au fil du temps, de l'immobilier, des actions, une formation qui améliore tes compétences, un livre qui change ta façon de penser, une relation professionnelle qui ouvre des portes. La question que je te pose, et que je t'encourage à te poser régulièrement, est la suivante. Quel pourcentage de ton argent va vers des dépenses de consommation et quel pourcentage va vers des investissements? Je ne te dis pas que la réponse parfaite est zéro consommation. Ce serait une façon misérable de vivre. Mais si 99% de ton argent va vers la consommation et 1% vers l'investissement, tu travailles essentiellement pour maintenir ton niveau de vie actuel, sans jamais construire quoi que ce soit de plus. Le troisième principe de gestion de l'argent que j'appelle la règle des sources multiples. Voici quelque chose que j'ai observé chez pratiquement toutes les personnes financièrement indépendantes que j'ai rencontrées. Elles avaient plusieurs sources de revenus, pas nécessairement dès le début, mais progressivement, elles avaient construit des flux de revenus qui n'étaient pas tous dépendants d'un seul employeur ou d'une seule activité. Pourquoi est-ce si important ? Parce que dépendre d'une seule source de revenus est l'une des formes les plus risquées de gestion financière qui existent. Si cette source disparaît, et dans l'économie actuelle, aucune source n'est garantie pour toujours, tu te retrouves sans rien. Les gens qui ont plusieurs sources de revenus ont une résilience financière que les autres n'ont pas. Si une source diminue ou disparaît, les autres continuent. Et progressivement, ces sources multiples se renforcent mutuellement. Ça peut commencer très simplement. Un revenu locatif sur un petit appartement, un peu de dividendes sur des investissements en bourse, une activité secondaire
qui utilise tes compétences, un contenu en ligne qui génère quelques revenus passifs. L'important n'est pas le montant initial. L'important est de commencer à construire cette diversification, parce que chaque nouvelle source de revenus, même petite, change ta psychologie. Tu commences à te voir non plus comme quelqu'un qui dépend d'un salaire, mais comme quelqu'un qui construit un système économique. Et ce changement de perception change tes décisions. Tu commences à chercher des opportunités que tu ne voyais pas avant. Tu deviens plus attentif aux possibilités de créer de la valeur dans différents domaines. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le piège du confort. J'ai vu ce piège détruire le potentiel de personnes brillantes et talentueuses, plus souvent que n'importe quel autre obstacle. Et il est particulièrement insidieux parce qu'il se présente sous les apparences de la sagesse et de la prudence. Voici comment il fonctionne. Tu trouves un emploi qui paye bien. Tu t'y installes confortablement. Les années passent. Tu t'adaptes à ce niveau de revenu. Tu construis un style de vie autour de lui. Et progressivement, le confort devient une cage dorée. Tu ne peux plus vraiment te permettre de prendre des risques, parce que tu as des obligations financières qui correspondent exactement à tes revenus actuels. Tu ne peux plus vraiment explorer de nouvelles opportunités, parce que quitter ou réduire ton emploi actuel signifierait une baisse de revenus que ton style de vie ne peut pas absorber. Et le plus tragique, c'est que tu le sais. Une partie de toi sait que tu pourrais faire plus, que tu as des capacités non utilisées, que tu passes à côté de quelque chose d'important. Mais le confort est si confortable, et l'incertitude de l'alternative est si inconfortable. C'est ce que les psychologues appellent l'aversion à la perte. Nous avons une tendance naturelle à valoriser ce que nous avons plus que ce que nous pourrions potentiellement gagner. La douleur potentielle de perdre quelque chose est psychologiquement 2 fois plus puissante que le plaisir potentiel de gagner quelque chose d'équivalent. Et les employeurs le savent. Les systèmes économiques le savent. Le confort est l'un des outils les plus efficaces pour maintenir les gens dans une situation donnée. Alors comment s'en sortir? La première étape est simplement de reconnaître le piège, de voir clairement ce qui se passe. Je suis confortable, et ce confort m'empêche de construire quelque chose de plus grand. La deuxième étape est de créer une vision suffisamment convaincante de ce que tu pourrais construire si tu sortais du confort. Parce que l'être humain ne sort pas du confort pour fuir quelque chose. Il sort du confort pour aller vers quelque chose qui l'attire plus fortement que le confort ne le retient. Quelle est ta vision? Pas une vague idée de gagner plus d'argent. Une vision concrète, vivante, émotionnellement, chargée de ce que tu veux construire. Où veux-tu vivre? Quel travail veux-tu faire? Quelle liberté veux-tu faire? Quelle liberté veux-tu avoir? Quel impact veux-tu créer? Plus ta vision est claire et convaincante, plus elle a le pouvoir de te tirer hors du confort. La troisième étape est de commencer à prendre des risques calculés, pas des risques inconsidérés, mais des risques délibérément choisis pour t'emmener vers ta vision, tout en maintenant une sécurité de base suffisante. Je veux maintenant aborder un sujet que je trouve absolument fascinant, la relation entre les croyances et les résultats financiers. J'ai passé des décennies à étudier pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non, et je suis arrivé à une conclusion qui peut sembler surprenante. Dans la grande majorité des cas, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent les résultats, ce sont les croyances internes. Voici pourquoi. Tes croyances influencent tes pensées influencent tes émotions influencent tes actions, et tes actions déterminent tes résultats. C'est une chaîne causale, et si tu veux changer tes résultats, tu dois remonter jusqu'à la source, tes croyances. Voici quelques croyances limitantes que j'entends régulièrement et qui sont particulièrement destructrices pour la construction de la richesse. Je ne suis pas doué pour les affaires. Cette croyance est presque toujours fausse, mais elle est rarement questionnée. Les affaires, dans leur essence, c'est simplement la capacité à créer de la valeur pour d'autres personnes et à être payé pour ça. Tout le monde peut apprendre ça. Ce n'est pas une qualité innée, c'est un ensemble de compétences qui s'apprennent. Il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent. C'est une croyance qui contient une part de vérité, mais qui est utilisée comme excuse pour ne pas commencer. Oui, le capital aide. Mais la ressource la plus rare et la plus précieuse dans l'économie actuelle n'est pas le capital financier. C'est le capital humain, les idées, les compétences, la créativité, la capacité à résoudre des problèmes. Et ça, tu en as déjà. Je ne mérite pas d'être riche. Celle-ci est souvent inconsciente, mais elle est extrêmement courante. Elle vient souvent d'une éducation où l'argent était associé à des valeurs négatives ou d'une expérience de vie
où on a été convaincu qu'on n'était pas assez bien, pas assez talentueux pour mériter l'abondance. Et voici quelque chose d'important. Tu n'as pas à croire consciemment ces choses pour qu'elles influencent ton comportement. Elles peuvent opérer entièrement en dehors de ta conscience, te faisant saboter inconsciemment tes propres opportunités de réussite. J'ai vu des gens qui, dès qu'ils commençaient à approcher d'un niveau de succès, qui dépassait ce qu'ils croyaient mériter, trouvaient inconsciemment des façons de se saboter. Ils prenaient de mauvaises décisions, ils repoussaient des opportunités, ils créaient des conflits qui détruisaient des relations importantes. Pas par stupidité, mais parce que leur cerveau cherchait à maintenir une cohérence avec leur image d'eux-mêmes. C'est ce que les psychologues appellent le thermostat de succès. Chacun d'entre nous a un niveau de succès, de revenus, de bonheur qu'il considère comme normal pour lui. Et notre comportement tend à revenir vers ce niveau, que ce soit vers le haut si on tombe en dessous, ou vers le bas si on dépasse. Pour construire une vraie prospérité durable, il faut régler ce thermostat à un niveau plus élevé, et ça passe par le travail sur les croyances. Comment change-t-on ces croyances? C'est une question profonde, et il y a plusieurs approches, mais je vais te donner les plus pratiques que j'ai vues fonctionner. Premièrement, expose-toi à des preuves contraires à ta croyance limitante. Si tu crois que les gens comme moi ne peuvent pas réussir, cherche des exemples de gens qui venaient d'une situation similaire à la tienne et qui ont réussi. Lis leurs histoires. Étudie leur parcours. Chaque exemple concret érode un peu la croyance limitante. Deuxièmement, agis comme si la croyance limitante était fausse et observe les résultats. Si tu crois que tu n'es pas doué pour les affaires, essaie quand même de créer de la valeur pour quelqu'un. Vends quelque chose, résous un problème pour quelqu'un et observe ce qui se passe. L'expérience directe est le moyen le plus puissant de changer une croyance. Troisièmement, change ton environnement. Les croyances sont souvent maintenues par notre environnement social. Si tout le monde autour de toi croit que c'est difficile de réussir ou que l'argent c'est compliqué, ces croyances se renforcent mutuellement. Entoure-toi de personnes qui ont des croyances différentes, plus expansives, et tu verras progressivement les tiennes évoluer. Maintenant, je veux parler d'un concept que j'appelle la valeur unique, parce que c'est quelque chose que j'ai vu transformer des carrières et des vies financières de façon spectaculaire. Voici la question fondamentale. Qu'est-ce que tu fais mieux que la plupart des gens? Quelle combinaison de compétences, d'expériences et de talents te rend unique dans ta façon de créer de la valeur? La plupart des gens n'ont jamais vraiment réfléchi à cette question sérieusement. Ils se définissent par leur titre de poste, par leur secteur d'activité, par leur diplôme. Mais ces définitions sont génériques. Elles ne capturent pas ce qui est vraiment unique chez toi. J'ai développé un exercice que j'appelle l'inventaire des forces cachées. Voici comment ça fonctionne. Premièrement, liste tout ce que tu sais faire, sans filtrer, sans juger, si c'est professionnel ou non, la cuisine, la mécanique, la communication, l'organisation, la créativité, l'analyse, tout. Deuxièmement, liste les domaines dans lesquels les gens te demandent régulièrement des conseils ou de l'aide. Ces demandes sont souvent les meilleurs indicateurs de tes vraies forces. Parce qu'elles viennent de l'extérieur, elles ne sont pas biaisées par ta propre perception de toi-même. Troisièmement, identifie les intersections. Où tes compétences se croisent-elles d'une façon qui pourrait créer une valeur unique? Un expert en finance, qui est aussi excellent communicateur, peut créer quelque chose que ni un pur financier, ni un pur communicateur peut créer. Un technicien qui comprend profondément les besoins des clients peut créer des solutions que les autres techniciens ne pensent pas à créer. C'est à ces intersections que se trouve souvent la plus grande valeur unique. Et c'est là que se trouvent les meilleures opportunités de se différencier dans l'économie. Voici une histoire qui illustre ce point parfaitement. J'ai travaillé avec un homme, appelons-le Pierre, qui était ingénieur dans l'industrie pharmaceutique. Il gagnait bien sa vie, mais il se sentait comme un rouage dans une machine, facilement remplaçable. Il ne voyait pas comment progresser au-delà d'un certain niveau. Quand nous avons fait l'inventaire de ses forces, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Pierre avait une passion pour la communication et la pédagogie. Il adorait expliquer des concepts techniques complexes de façon simple, et il avait une connaissance approfondie de l'industrie pharmaceutique. La combinaison de ces trois éléments, expertise technique, connaissance du secteur, talent pédagogique, représentait une valeur unique que très peu de personnes pouvaient offrir. Il a commencé à positionner son travail différemment, à se proposer comme formateur interne, à créer des ressources pédagogiques pour son équipe. En 2 ans, il avait été promu à un poste de direction de la formation.
avec un salaire presque doublé. Et quelques années plus tard, il avait créé sa propre entreprise de pharmaceutique. Même personne, même compétences, mais une façon différente de les voir et de les positionner. Je veux maintenant aborder la question de la prise de décision, parce que c'est un domaine où la différence entre la mentalité d'employé et la mentalité de propriétaire est particulièrement visible. Les personnes qui réussissent prennent des décisions différemment, pas nécessairement plus vite, mais différemment. Voici ce que j'ai observé. Les gens avec une mentalité d'employé ont tendance à prendre des décisions basées sur la minimisation du risque immédiat. Ils pensent, quelle est la décision la plus sûre à court terme? Et souvent, la décision la plus sûre à court terme est de ne rien changer, de rester dans le confort, d'éviter l'incertitude. Les gens avec une mentalité de propriétaire prennent des décisions basées sur l'optimisation des opportunités à long terme. Ils pensent, quelle est la décision qui m'emmène le plus proche de mes objectifs à long terme, même si elle implique de l'incertitude à court terme? Ce n'est pas de la témérité, c'est une façon différente de calculer le risque. Voici quelque chose d'important que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ne pas prendre de risque est lui-même un risque. C'est le risque de stagner, de voir les opportunités passer, de se retrouver dans 10 ans exactement au même endroit qu'aujourd'hui, mais avec 10 ans de moins devant soi. Dans un monde qui change rapidement, l'immobilisme est une des stratégies les plus risquées qui existent. J'ai un cadre pour prendre des décisions importantes que j'appelle l'analyse des regrets futurs. Voici comment ça fonctionne. Quand tu es face à une décision importante, projette-toi à 80 ans, tu es assis dans un fauteuil, tu regardes en arrière sur ta vie. Quel choix regretteras-tu le plus? Avoir essayé et échoué? Ou ne pas avoir essayé du tout? Dans la grande majorité des cas, les gens regrettent les choses qu'ils n'ont pas faites, pas les choses qu'ils ont faites et qui n'ont pas marché. Le regret de l'inaction est presque toujours plus douloureux que le regret de l'échec. Jeff Bezos a utilisé ce cadre exactement quand il a décidé de quitter son emploi bien payé à Wall Street pour créer Amazon. Il s'est demandé, à 80 ans, est-ce que je regretterais d'avoir essayé et échoué? Non. Est-ce que je regretterais de ne pas avoir essayé? Absolument. Et cette réflexion a guidé sa décision. Je ne te dis pas que tu dois tout quitter demain pour créer une start-up. Je te dis que ce cadre de décision, basé sur les regrets futurs plutôt que sur les peurs présentes, peut t'aider à prendre des décisions qui sont alignées avec ce que tu veux vraiment construire. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la discipline de la croissance, parce que c'est le moteur de tout ce que j'ai décrit jusqu'ici. Voici une vérité inconfortable, le succès est ennuyeux. Les habitudes et les pratiques qui construisent le succès à long terme sont souvent répétitives, pas glamour, et demandent la constance dans les moments où tu n'en as pas envie. Lire 30 pages par jour, mettre de l'argent de côté chaque mois, travailler sur ton projet secondaire pendant 1 heure chaque matin avant d'aller au travail, faire de l'exercice régulièrement pour maintenir ton énergie et ta clarté mentale, réviser tes objectifs chaque semaine. Ces pratiques ne sont pas excitantes. Elles ne font pas de belles photos pour les réseaux sociaux, mais appliquées de façon consistante sur des années, elles créent des transformations extraordinaires. J'ai une formule que j'utilise souvent. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Pas les grands gestes héroïques, pas les moments d'inspiration fulgurante. Les petits efforts quotidiens, répétés avec constance. Et voici ce qui est fascinant avec la discipline. Elle se renforce elle-même. Chaque fois que tu fais ce que tu as décidé de faire, même quand tu n'en as pas envie, tu renforces ta confiance en ta propre capacité à tenir tes engagements envers toi-même. Et cette confiance est l'une des ressources les plus précieuses que tu puisses développer. À l'inverse, chaque fois que tu te donnes une excuse pour ne pas faire ce que tu avais décidé de faire, tu érodes cette confiance. Tu envoies un message à ton cerveau, mes engagements envers moi-même ne sont pas vraiment sérieux. C'est pourquoi je recommande toujours de commencer par de petits engagements que tu peux tenir avec certitude, plutôt que de grands engagements que tu risques de ne pas tenir. La confiance se construit par accumulation de petites victoires. Lis 10 pages par jour, plutôt que de te promettre de lire un livre par semaine. Mets de côté 50 € par mois, plutôt de te promettre d'épargner 30% de tes revenus. Travaille 30 minutes par jour sur ton projet plutôt de te promettre de travailler 4 heures chaque jour. Commence petit. Construis la discipline. Augmente progressivement. C'est le chemin le plus fiable vers les grands résultats. Je veux maintenant parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. La relation entre l'argent et le service. Il y a une croyance que j'entends souvent et qui me préoccupe profondément.
L'idée que vouloir de l'argent est fondamentalement égoïste ou contraire à des valeurs nobles comme le service, la générosité, la contribution. Je crois que c'est une fausse dichotomie. Et je crois que cette croyance fait beaucoup de mal. Voici ma perspective, construite sur des décennies d'observation. L'argent est un amplificateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux, l'argent te permet d'être plus généreux. Si tu es créatif, l'argent te donne plus de moyens pour exprimer ta créativité. Si tu veux avoir un impact positif dans le monde, l'argent te donne plus de leviers pour le faire. L'argent en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil. Et comme tout outil, sa valeur dépend de l'usage qu'on en fait. Et voici quelque chose d'encore plus fondamental. Dans une économie de marché, l'argent que tu gagnes est généralement proportionnel à la valeur que tu crées pour les autres. Si tu aides 1000 personnes à résoudre un problème important, tu gagnes plus que si tu en aides 10. Si tu résous un problème très difficile, tu gagnes plus que si tu résous un problème trivial. Vu sous cet angle, chercher à gagner plus d'argent n'est pas égoïste. C'est chercher à créer plus de valeur pour plus de personnes. C'est chercher à résoudre des problèmes plus importants. Je connais des entrepreneurs qui ont créé des entrepreneurs, qui emploient des centaines de personnes, qui fournissent des produits et services qui améliorent la vie de milliers de clients, qui contribuent à leur communauté et à leurs économies locales, et qui ont aussi créé une richesse personnelle significative dans le processus. Ces deux choses ne sont pas contradictoires. Elles sont les deux faces de la même médaille. La vraie question n'est pas « est-ce que je veux de l'argent ?» La vraie question est quelle valeur est-ce que je veux créer dans le monde ? Et comment est-ce que je m'assure d'être rémunéré équitablement pour cette valeur ? Voici maintenant quelque chose que j'appelle le paradoxe de la productivité. Dans notre culture, nous glorifions l'occupation. Les gens se vantent de travailler 70 heures par semaine, de ne jamais prendre de vacances, d'être constamment disponible. Et nous confondons cette occupation avec la productivité. Mais voici la réalité. L'occupation n'est pas la productivité. La productivité, c'est la quantité de résultats importants que tu génères par unité de temps. Et souvent, travailler moins, mais de façon plus ciblée, produit plus de résultats que travailler constamment, sans direction claire. J'ai observé que les personnes les plus productives que j'ai rencontrées ne sont généralement pas les plus occupées. Ce sont les personnes les plus claires sur leurs priorités. Elles savent exactement quelles activités créent le plus de valeur et elles concentrent leur énergie sur ces activités en priorité. Le principe de Pareto s'applique ici avec une force remarquable. 20% de tes activités génèrent 80% de tes résultats. La question est-ce que tu sais quels sont ces 20% et est-ce que tu leur accordes la priorité qu'ils méritent ? Voici un exercice que je recommande régulièrement. Prends une feuille de papier et liste toutes les activités que tu fais dans ta vie professionnelle et personnelle. Ensuite, pour chaque activité, demande-toi, si je ne faisais que ça pendant les 30 prochains jours, est-ce que ma situation s'améliorerait significativement ? Les activités auxquelles tu réponds oui sont tes 20%. Celles auxquelles tu réponds non sont tes 80%. Maintenant, regarde honnêtement comment tu distribues ton temps. Est-ce que tu passes la majorité de ton temps sur les activités à haute valeur ? Ou est-ce que tu te laisses absorber par les activités à faible valeur qui te donnent une sensation d'occupation sans vraiment faire avancer les choses importantes ? La réponse honnête à cette question peut être très révélatrice. Je veux maintenant aborder la question des relations. Parce que c'est un domaine que les gens sous-estiment souvent dans leurs réflexions sur la réussite financière. Voici quelque chose que j'ai observé de façon constante. Les gens qui réussissent financièrement ont généralement des réseaux de relations de haute qualité. Pas nécessairement de grands réseaux, mais des réseaux où les personnes se soutiennent mutuellement, partagent des opportunités, s'aident à grandir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. C'est une simplification, bien sûr. Mais elle capture quelque chose de profondément vrai. Nos attitudes, nos croyances, nos ambitions, nos standards sont profondément influencés par les personnes qui nous entourent. Si tu passes la plupart de ton temps avec des personnes qui ont des croyances limitantes sur l'argent, qui se plaignent constamment, qui n'ont pas d'ambition particulière, il est très difficile de maintenir une vision expansive de ta propre vie. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes ambitieuses, qui apprennent constamment, qui construisent quelque chose, qui ont une vision positive de l'avenir, ces attitudes deviennent progressivement les tiennes aussi. Ce n'est pas une question de snobisme ou d'élitisme. C'est une question de reconnaissance que nous sommes des êtres profondément sociaux, que nos environnements sociaux façonnent, qui nous sommes et ce que nous croyons possible.
Et voici quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de rejeter les personnes qui ne sont pas au même niveau que toi. Il s'agit de t'assurer que dans ton réseau, il y a des personnes qui t'inspirent, qui te challengent, qui te tirent vers le haut. Des mentors, des pairs ambitieux, des gens qui ont réussi ce que tu veux réussir. Comment construire ce type de réseau? En commençant par donner avant de recevoir. Les meilleures relations professionnelles se construisent sur la valeur que tu apportes, pas sur ce que tu cherches à obtenir. Sois généreux de ton temps, de tes connaissances, de ton aide, et progressivement, tu attireras des personnes de qualité qui font de même. Voici maintenant quelque chose que j'appelle le principe de la responsabilité totale. Et c'est peut-être le plus difficile à accepter, mais aussi le plus libérateur. La responsabilité totale, c'est l'idée que tu es entièrement responsable de ta situation actuelle. Et que tu es entièrement responsable de ta situation future. Pas à 50%, pas à 80%, à 100%. Maintenant, je sais que ça peut sembler injuste. Tu n'as pas choisi ta famille, ton pays de naissance, les circonstances de ton enfance. C'est vrai. Ces facteurs ont eu une influence sur ta situation actuelle. Je ne le nie pas. Mais voici la question pertinente. Est-ce que te concentrer sur ces facteurs que tu ne contrôles pas t'aide à avancer? Est-ce que blâmer les circonstances, les autres, le système, te donne plus de pouvoir sur ta vie? La réponse est non. Et c'est là que le principe de responsabilité totale devient libérateur. Quand tu acceptes que tu es entièrement responsable de ta situation, tu reprends le pouvoir. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ne possèdes pas. Si ta situation est la faute des autres ou des circonstances, tu es impuissant. Mais si ta situation est le résultat de tes propres choix, de tes propres habitudes, de tes propres croyances, alors tu peux la changer. Parce que tu peux changer tes choix, tes habitudes et tes croyances. Ce n'est pas une question de culpabilité. C'est une question de puissance. J'ai rencontré des gens qui avaient surmonté des obstacles que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Des gens qui avaient grandi dans une extrême pauvreté, qui avaient traversé des guerres, des traumatismes, des discriminations, et qui avaient quand même construit des vies extraordinaires. Pas en niant leurs difficultés, mais en refusant de les laisser définir leur avenir. Et j'ai rencontré des gens qui avaient eu toutes les opportunités du monde, qui avaient grandi dans des familles aisées, qui avaient reçu une excellente éducation et qui stagnaient, parce qu'ils attendaient que quelque chose ou quelqu'un d'extérieur change leur situation. La différence n'était pas dans les circonstances. Elle était dans le niveau de responsabilité que chacun acceptait pour sa propre vie. Je veux maintenant parler d'un sujet qui me fascine depuis des années, la psychologie de la richesse. Pas les stratégies d'investissement, pas les tactiques financières, mais la façon dont les gens riches pensent différemment. J'ai eu la chance de passer du temps avec de nombreuses personnes très riches au cours de ma carrière, des gens qui avaient construit des fortunes significatives à partir de rien. Et j'ai observé des patterns de pensée qui reviennent de façon constante. Premièrement, ils pensent en termes de création de valeur, pas d'accumulation d'argent. La richesse est un sous-produit de la valeur créée, pas un objectif en soi. Les gens qui se concentrent obsessionnellement sur l'accumulation d'argent ont souvent des difficultés. Ceux qui se concentrent sur comment créer plus de valeur pour plus de personnes voient l'argent arriver naturellement. Deuxièmement, ils ont une tolérance élevée à l'incertitude. Ils sont à l'aise avec ne pas savoir exactement comment les choses vont se dérouler. Ils peuvent prendre des décisions avec des informations incomplètes, parce qu'ils comprennent que dans un monde complexe, l'information parfaite n'existe pas. L'attente de certitude totale est une forme de paralysie. Troisièmement, ils apprennent de leurs erreurs plutôt que de les éviter. Ils ne cherchent pas à ne jamais se tromper. Ils cherchent à se tromper rapidement, à apprendre vite et à corriger le tir. L'échec, pour eux, n'est pas une fin. C'est une information. J'ai une formule que j'utilise souvent. Échoue vite, apprends vite, ajuste vite. C'est la vitesse d'apprentissage qui détermine la vitesse de progression. Quatrièmement, ils pensent en système plutôt qu'en incident. Ils ne réagissent pas à chaque événement de façon isolée. Ils cherchent à comprendre les patterns, les causes profondes, les dynamiques systémiques. Et ils cherchent à créer des systèmes qui fonctionnent de façon semi-automatique, plutôt que de dépendre constamment de leur présence et de leur attention. Cinquièmement, ils investissent dans des relations de qualité de façon délibérée. Ils comprennent que les opportunités arrivent à travers les personnes, pas à travers les annonces publiques. Ils cultivent des relations avec des personnes remarquables, pas de façon opportuniste, mais de façon authentique et à long terme. Parlons maintenant de quelque chose de très pratique.
Comment commencer à construire une indépendance financière, quelle que soit ta situation actuelle? Parce que j'entends souvent des gens dire: c'est bien beau tout ça, Brian, mais par où je commence? Et c'est une question légitime. Alors je vais te donner une feuille de route simple. Étape 1, clarifier ta situation financière actuelle avec honnêteté. Combien gagnes-tu? Combien dépenses-tu? Combien as-tu d'épargne? Combien as-tu de dettes? Beaucoup de gens évitent de regarder ces chiffres clairement parce que c'est inconfortable. Mais tu ne peux pas naviguer sans savoir où tu es. Fais cet exercice. Prends une feuille et écris tes revenus mensuels, tes dépenses mensuelles, tes actifs et tes passifs. Sois honnête. Pas pour te juger, pour voir clairement. Étape 2. Identifier tes fuites financières. Où va ton argent que tu ne t'en rends pas compte? Les abonnements que tu n'utilises pas, les achats impulsifs, les dépenses de statut qui ne te rendent pas vraiment plus heureux. Ces fuites, une fois identifiées, peuvent libérer des ressources significatives sans changer ton niveau de vie perçu. Étape 3. Créer ton premier coussin de sécurité. Avant d'investir, avant de prendre des risques, construis une réserve de 3 à 6 mois de dépenses. Pas pour être conservateur, mais pour te donner la liberté psychologique de prendre des risques calculés sans la pression de la survie immédiate. La peur de manquer d'argent est l'une des plus grandes inhibitrices de la pensée créative et stratégique. Étape 4. Commencer à investir régulièrement, même de petites sommes. L'important n'est pas le montant. L'important est de créer l'habitude et de commencer à comprendre comment les investissements fonctionnent. Commence avec ce que tu as, 100 € par mois dans un fonds indiciel, une petite épargne dans un compte dédié. L'important est de commencer. Étape 5. Développer une compétence à haute valeur. Identifie une compétence qui est demandée sur le marché et qui est en alignement avec tes forces naturelles. Investis du temps et de l'argent pour la développer de façon sérieuse, pas de façon superficielle. Vraiment, jusqu'à atteindre un niveau d'excellence qui te différencie. Étape 6. Chercher des façons de créer de la valeur au-delà de ton emploi principal. Pas nécessairement pour quitter ton emploi, mais pour commencer à construire des expériences, des compétences et potentiellement des revenus en dehors de ta source principale. C'est ici que commence la vraie diversification. Ces 6 étapes ne sont pas révolutionnaires. Elles ne sont pas secrètes. Mais appliquées avec constance et intention, elles créent des transformations remarquables sur 5 à 10 ans. Je veux maintenant parler de quelque chose que j'appelle le coût de l'inaction. Nous parlons souvent des risques d'agir, mais nous parlons rarement des risques de ne pas agir. Et pourtant, dans beaucoup de situations, le coût de l'inaction est bien plus élevé que le coût de l'action. Voici un exemple concret. Prenons quelqu'un qui gagne 30 000 € par an et qui pense à développer une compétence qui pourrait lui permettre de gagner 45 000 € par an. Il faudrait investir 2 000 € et 6 mois de travail pour acquérir cette compétence. Le risque de l'action, dépenser 2 000 € et 6 mois d'effort pour une compétence qui ne génère peut-être pas l'augmentation espérée. Le coût de l'inaction, rester à 30 000 € par an pendant les 10 prochaines années. La différence de revenus cumulés est de 150 000 €. Vu sous cet angle, le risque de l'action est minuscule comparé au coût de l'inaction. Et pourtant, notre cerveau est câblé pour percevoir le risque de l'action bien plus clairement que le coût de l'inaction. Parce que le risque de l'action est immédiat et visible. Le coût de l'inaction est diffus et invisible. C'est pourquoi je recommande régulièrement cet exercice. Calcule le coût de l'inaction. Pour chaque décision importante que tu repousses, demande-toi: si je ne fais rien pendant les 5 prochaines années, quel sera l'impact sur ma situation? Souvent, quand tu vois ce coût clairement, la décision d'agir devient beaucoup plus évidente. Voici maintenant quelque chose que je veux partager sur la question du temps, parce que c'est une ressource que presque tout le monde sous-estime ou mal utilise. Le temps est la ressource la plus démocratique qui existe. Chaque personne sur cette planète, qu'elle soit riche ou pauvre, célèbre ou inconnue, a exactement 24 heures par jour. C'est la seule vraie égalité. Et pourtant, l'écart entre ce que différentes personnes accomplissent avec ces 24 heures est absolument spectaculaire. Voici quelque chose que j'ai observé. Les personnes les plus productives et les plus réussies que j'ai rencontrées ne font pas plus de choses. Elles font moins de choses, mais elles choisissent ces choses avec beaucoup plus de soin. Et elles protègent leur temps avec une détermination que les autres trouvent parfois surprenante. Elles disent non beaucoup plus souvent. Elles délèguent ce qui peut être délégué. Elles éliminent les activités à faible valeur sans remords.
et elles consacrent leur temps de haute énergie, généralement le matin, pour beaucoup de personnes, aux activités les plus importantes et les plus créatrices de valeur. Warren Buffett a dit quelque chose que j'aime beaucoup. La différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui réussissent vraiment, c'est que les personnes qui réussissent vraiment disent non à presque tout. C'est contre-intuitif. On pense que pour réussir plus, il faut faire plus. Mais souvent, réussir plus demande de faire moins, mais de le faire mieux. Voici une pratique que j'applique depuis des décennies et que je recommande à tous ceux que je coache. Chaque soir, avant de dormir, identifie les 3 choses les plus importantes que tu dois accomplir le lendemain, pas 10, pas 20, 3. Et le lendemain matin, commence par la première, la plus importante, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Cette pratique simple, appliquée de façon consistante, transforme la productivité de façon remarquable, parce qu'elle te force à clarifier tes priorités, et elle te garantit que chaque jour, tu avances sur ce qui compte vraiment. Je veux maintenant aborder quelque chose de plus profond, la question du sens et de la motivation. Voici quelque chose que j'ai observé de façon constante. Les personnes qui construisent les plus grandes réussites, financières et professionnelles, ne sont généralement pas motivées principalement par l'argent. Elles sont motivées par quelque chose de plus grand, la création, l'impact, la résolution de problèmes importants, la contribution à quelque chose qui dépasse leur propre personne. L'argent est important. Je ne minimise pas son importance. Mais l'argent seul est une motivation fragile. Elle s'épuise. Elle ne suffit pas à maintenir l'engagement et la persévérance nécessaires pour traverser les périodes difficiles inévitables dans tout parcours de réussite. Ce qui maintient les gens dans les moments difficiles, c'est un sens profond de pourquoi ils font ce qu'ils font. Une raison qui dépasse le simple gain financier. Alors voici une question que je t'invite à explorer sérieusement. Pourquoi veux-tu réussir financièrement? Pas pour avoir plus d'argent, mais vraiment, qu'est-ce que cette réussite te permettrait de faire, d'être, de contribuer? Quelle différence cela ferait-il dans ta vie et dans la vie des personnes qui t'importent? Plus ta réponse à cette question est claire et émotionnellement chargée, plus tu auras de carburant pour traverser les inévitables obstacles et revers du chemin. J'ai rencontré des gens qui voulaient réussir pour donner à leurs enfants les opportunités qu'ils n'avaient pas eues. Des gens qui voulaient créer des emplois dans leur communauté. Des gens qui voulaient financer des causes qui leur tenaient à cœur. Des gens qui voulaient simplement avoir la liberté de choisir comment passer leur temps. Toutes ces motivations sont valides. L'important est qu'elles soient authentiques pour toi et suffisamment puissantes pour te tirer en avant quand les choses deviennent difficiles. Permettons-nous maintenant d'aborder les obstacles. Parce que je veux être honnête avec toi. Le chemin vers l'indépendance financière et la réussite professionnelle n'est pas linéaire. Il y a des revers, des échecs, des moments de doute intenses. J'ai traversé de nombreux revers dans ma propre vie. Des entreprises qui n'ont pas marché, des investissements qui ont mal tourné, des projets qui ont échoué malgré des efforts considérables. Et à chaque fois, la tentation était forte de conclure que ça ne marche pas pour moi, de revenir dans le confort de ce qui était connu et sûr. Ce qui m'a permis de continuer, et ce que j'ai observé chez toutes les personnes qui ont finalement réussi, c'est une capacité à voir les revers, non pas comme des preuves de son incapacité, mais comme des informations sur ce qui doit être ajusté. Voici une façon de penser aux échecs qui m'a beaucoup aidé. Chaque échec te donne 3 choses. Premièrement, une information sur ce qui ne fonctionne pas dans ton approche actuelle. Deuxièmement, une opportunité de développer ta résilience et ta capacité à gérer l'adversité. Troisièmement, une histoire qui te rendra plus crédible et plus utile pour les autres quand tu auras réussi. Les échecs ne sont pas des obstacles sur le chemin du succès. Ils font partie du chemin. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est plus qu'un joli mot. C'est une façon fondamentalement différente de percevoir les revers. Et voici ce qui est remarquable. Les personnes qui réussissent le plus grandement ont généralement traversé les plus grands échecs. Pas malgré ces échecs. Souvent, grâce à eux. Parce que les échecs les ont forcés à apprendre, à s'adapter, à développer des ressources qu'ils n'auraient jamais développées autrement. Je veux maintenant te parler de quelque chose que j'appelle le principe de la vitesse de mise en œuvre. Voici quelque chose que j'ai observé qui distingue les personnes qui progressent rapidement de celles qui stagnent. La vitesse à laquelle elles passent de l'idée à l'action. Les personnes qui progressent rapidement ont une tendance à agir vite. Quand elles ont une bonne idée, elles ne passent pas des semaines à l'analyser sous tous les angles.
Elles testent rapidement, elles voient ce qui fonctionne, elles ajustent. Et elles continuent. Les personnes qui stagnent ont tendance à suranalyser. Elles attendent d'avoir toutes les informations. Elles veulent être certaines que ça va marcher avant d'essayer. Et souvent, elles n'agissent jamais, parce que la certitude totale n'arrive jamais. Il y a une phrase que j'aime. L'action imparfaite est toujours supérieure à la planification parfaite. Ce n'est pas un appel à l'imprudence. C'est une reconnaissance que dans un monde complexe et incertain, la seule façon d'obtenir des informations vraiment utiles est d'agir et d'observer les résultats. La planification théorique a ses limites. L'expérience réelle est irremplaçable. Alors si tu as une idée, un projet, une opportunité que tu considères depuis un moment, je t'invite à te demander: quelle est la plus petite action que je pourrais prendre dans les 24 prochaines heures pour commencer à tester cette idée? Pas l'action parfaite. La plus petite action possible qui te donne de l'information réelle, et ensuite, fais-la, aujourd'hui, pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Aujourd'hui. Nous approchons de la fin de notre conversation, et je veux te laisser avec quelques réflexions finales qui, j'espère, s'imprimeront dans ta façon de voir les choses. La première: tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois actuellement. Je le dis avec conviction, parce que j'ai vu des gens surmonter des obstacles que personne ne pensait surmontables. J'ai vu des gens transformer des vies que tout le monde considérait comme définitivement limitées. La capacité humaine à grandir, à s'adapter, à créer est extraordinaire. Et cette capacité est en toi. La deuxième: le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Chaque jour que tu attends est un jour de moins pour bénéficier des intérêts composés de tes efforts, de tes apprentissages, de tes investissements. L'urgence n'est pas une raison de paniquer, c'est une raison d'agir. La troisième: la route sera plus longue que tu ne le penses et plus enrichissante que tu ne l'imagines. Les transformations profondes prennent du temps. Il n'y a pas de raccourci vers la vraie réussite, mais le chemin lui-même, avec ses défis, ses apprentissages, ses victoires progressives, est une expérience extraordinairement enrichissante. Ne sois pas tellement focalisé sur la destination que tu manques la richesse du voyage. La quatrième: tu n'es pas seul. Il y a des millions de personnes dans le monde qui cherchent à construire quelque chose de meilleur pour elles-mêmes et pour les personnes qui leur importent. Des personnes qui apprennent, qui grandissent, qui surmontent des obstacles similaires aux tiens. Cherche ces personnes. Connecte-toi avec elles. Apprends d'elles. Soutiens-les. Ensemble, on va plus loin. La cinquième, et peut-être la plus importante: commence par changer ta façon de penser et tout le reste suivra. Pas parce que la pensée positive fait des miracles, mais parce que ta façon de penser détermine ce que tu vois, ce que tu crois possible, les décisions que tu prends, les actions que tu entreprends. Change la cause et l'effet changera. Tu es venu ici aujourd'hui, tu as passé cette heure avec moi, et ça dit quelque chose d'important sur toi. Ça dit que tu cherches quelque chose de plus, que tu n'es pas satisfait de te contenter de moins que ce que tu es capable d'accomplir. Et cette insatisfaction, cette aspiration à plus, est l'une des forces les plus puissantes qui existent. Ne la laisse pas s'éteindre. Nourris-la avec des apprentissages, des actions, des victoires progressives. Entretiens-la avec une vision claire de ce que tu veux construire. Et utilise-la comme carburant pour avancer jour après jour vers la vie que tu veux vraiment vivre. J'ai commencé cette conversation en disant que la façon dont tu penses à l'argent, au travail et à ta propre valeur détermine presque entièrement ce que tu obtiendras dans ta vie. Et je termine en te disant ceci: tu as le pouvoir de changer cette façon de penser. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, délibérément, avec intention et constance. Arrête de penser comme quelqu'un qui attend que la vie lui donne quelque chose. Commence à penser comme quelqu'un qui crée de la valeur, qui construit des actifs, qui investit en lui-même, qui prend des décisions basées sur ses objectifs à long terme, qui assume la pleine responsabilité de sa vie. C'est ça, la mentalité de propriétaire. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas un statut. C'est une façon d'être dans le monde. Et cette façon d'être, tu peux la choisir. Dès aujourd'hui. Dès maintenant. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi. C'est un privilège de partager ces idées avec des personnes qui cherchent vraiment à grandir. Prends soin de toi. Prends soin des personnes qui t'importent. Et construis quelque chose dont tu seras fier. Le voyage commence maintenant.